Mesdames et messieurs, je crois qu'il est grand temps de faire une rétrospective au sujet de la première édition de l'Everest. C'est un concours de maths à l'échelle nationale qu'on a eu le plaisir de fonder avec Monsieur Apra. Alors malgré l'aigreur provoquée chez certains détracteurs, malgré les mauvaises langues sur les réseaux, en particulier sur ce cher forum lesmathématiques.net, on reste tout de même assez fiers de la rencontre qu'on a pu proposer. Dans cette vidéo, j'aimerais vous raconter avec plus ou moins de détails non seulement comment ça s'est fait, mais aussi le déroulé de cette magnifique journée qui a été le 3 février 2024, journée dans laquelle on a réuni un petit peu plus de 200 lycéens qui se sont battus corps et âme face à des mathématiques qui étaient quand même assez ardues, faut qu'on soit honnête. Journée dans laquelle l'algèbre était mise à l'honneur à travers des très jolis résultats. Et par-dessus tout, journée dans laquelle j'ai eu l'honneur de rencontrer une flopée de personnes humbles, de personnes ambitieuses, de personnes avec beaucoup d'esprit et surtout de personnes avec qui on prend du plaisir à discuter. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé en amont, comment l'idée a germé, etc. Faut savoir que l'idée de concours, elle a germé très naturellement lors de ma première visite à la Albert School. On s'était mis en relation suite à une volonté d'éventuellement travailler avec moi, et si tenter de collaborer ensemble, on voulait voir les choses de façon au moins ambitieuse. Et particulièrement, Grégoire et Benjamin avaient déjà participé par le passé à ce type de concours d'excellence comme le concours général, les Olympiades internationales, etc. Et comme j'ai toujours eu une fascination pour ce genre de concours, notamment par la beauté des énoncés qu'on peut y trouver, et bien l'idée de l'Everest, elle est née assez naturellement au final. Alors pourquoi l'Everest? Nom très saugrenu, vous allez me dire. Mais il se trouve qu'un peu comme pour la Albert School, on voulait un prénom français, un prénom qui ait du sens pour nous. Et si en plus on pouvait faire un clin d'œil au mathématicien de génie qui était gallois, et bien alors c'était la meilleure idée qu'on pouvait avoir. De là est né le concours, ainsi que l'icône de l'Everest, qui représente de façon abstraite et simpliste ce qu'on appelle un treillis de gallois. Je vous en mets un ou deux exemples ici et là, si vous voulez, qui fait naturellement écho à la célèbre correspondance de Galois et tous les théorèmes qu'il y a autour. Et bon, je sais que vous êtes cultivés, là, arrêtez. Bizarre ça. Pourquoi? Et on a décidé d'écrire la plupart des lettres de l'Everest avec des doubles barres. C'est un peu la coutume de noter comme ça les objets importants en maths. Certains reconnaîtront le L double barre qui fait usuellement référence à une extension de corps. Vous prenez un corps K, et si vous considérez un surcorps, vous allez le noter L, parce que ce qui vient après K, c'est L, forcément. Le E, double barre, c'est évidemment l'espérance, en probabilité. Le V, c'est le quantificateur pour tout, voilà. Le A représente l'ensemble des nombres algébriques. Le R, c'est évidemment les réels. Le I, on n'a pas touché, ça aurait été immonde de surcharger avec une double barre. Vous pouvez voir ça comme la notation d'un idéal en théorie des anneaux. Le S, c'est une façon de noter l'hypersphère. Le T, c'est une façon de noter le tore, histoire de faire un écho à de la géométrie. Et voilà, on avait toute la symbolique autour de l'Everest. On s'est pas trop cassé la tête, c'est vrai, on voulait un truc simple et épuré. En termes de conception, on n'aurait pas pu faire beaucoup mieux dans la mesure où on n'avait pas de graphiste ou autre, on n'avait rien du tout. C'était juste moi qui bataillais sur Photoshop, tandis que Benjamin, il était en train de fonder un site sur Notion à l'effigie du concours. Et globalement, on n'avait pas grand monde pour nous aider, on n'avait pas de comité de rédaction de problème, on n'avait pas de correcteur, mais après tout, rien d'insurmontable pour Benjamin et moi, on savait au fond de nous-mêmes qu'on pouvait proposer quelque chose d'intéressant. On a donc entrepris ce grand projet, on a fait l'annonce pile à la date d'anniversaire des 212 ans de Galois. On est parti sur une base de 20 équipes sélectionnées, donc ce qui fait un total de 80 lycéens, avec la spécificité d'avoir au moins une fille par équipe, ce qui a fait énormément jaser les gens. Alors ça a mine de rien ouvert un débat très intéressant, du moins quand les réactions, elles n'étaient pas véhémentes ou teintées de machisme, parce que croyez-moi, il y en a eu. Imposer ce type de quota, au premier abord, c'est un truc qui paraît un petit peu ridicule, ça fait très discrimination positive. Ce critère, il a essentiellement vu le jour du fait que les filles sont extrêmement sous-représentées au concours type Olympiade. Alors, les raisons sont certes multiples, mais un des facteurs non négligeables de l'équation, c'est notamment qu'elles n'osent pas, que ce soit par intimidation ou autre. Parce que l'idée millénaire qui dit que les mecs sont faits pour les sciences et les filles sont faites pour les langues et le social, elle est très ancrée et elle règne encore aujourd'hui. C'est une idée qui vaut ce qu'elle vaut, il n'empêche qu'elle suffit à elle seule à créer des stéréotypes, voire même parfois un conditionnement chez certaines filles qui se disent je peux pas y arriver. C'est dramatique et c'est pas seulement en maths d'ailleurs. Je vous laisse entrer dans un amphi d'algorithmique en C++, vous allez être terrifiés. Et le débat pertinent qui a été ouvert, c'était est-ce que l'imposition d'une fille par équipe ne serait-elle pas contre-productive en faveur de la lutte pour la mixité au sein des maths. Et c'est vrai que très vite on s'est rendu compte que c'est très maladroit et risqué de faire ce genre de pari. Ce qu'on voulait à tout prix démontrer, c'était déjà que la mixité au sein d'un groupe, elle est motrice, et de surcroît casser les préjugés tacites que certains perpétuent sans vergogne, faut le dire. Mais honnêtement, même si la démarche elle était bancale par endroits, et même s'il y a eu polémique, le résultat final était
quand même assez intéressant. Je veux dire, personne n'a choisi une fille dans son équipe juste pour choisir une fille. Certaines filles sont venues me parler après les épreuves pour me dire que c'était une bonne chose d'avoir fait ça parce que ça a cassé un petit peu leur appréhension, tiens donc. Et on a carrément eu plusieurs équipes à prédominance féminine, ce qui est habituellement impensable dans ce type de concours. Donc on est assez satisfait du résultat, d'autant que ce n'étaient pas les pires équipes. On a eu des équipes à prédominance de mecs qui nous ont fait des fiascos, et c'est un euphémisme. Donc dans sa globalité, j'estime que fondamentalement, c'était pas un si mauvais choix que ça. Il est discutable, la preuve, on vient d'en discuter, mais il ne présente pas que des mauvais aspects. Bref, après l'annonce, on a reçu du coup un paquet de candidatures, hein. J'ai un fichier Excel qui est très lourd. On a reçu des vidéos très atypiques, on a eu des courts-métrages, on a eu des documentaires, on a reçu un rap, et c'est là qu'on s'est dit qu'on pouvait pas seulement sélectionner 20 équipes. On allait passer à côté de trop de phénomènes, on a donc pris la décision d'invoquer des sponsors. L'argent, encore une fois, vous le savez, c'est le nerf de la guerre, et ça nous a permis de tripler l'effectif des candidats. Et parmi nos deux sponsors que je remercie chaleureusement, c'est avec grand plaisir que je vais vous parler un peu du groupe The E-Show, qui a contribué très généreusement sur le plan financier et qui a notamment permis de payer l'ensemble des billets de train des candidats. Et c'était génial parce que pour ceux qui venaient de loin, ça cassait la fatidique centralisation que la plupart des gens déplorent. Donc The E-Show, il s'agit d'une société mondiale d'investissement et de développement qui aujourd'hui a fait ses preuves et qui dispose d'un peu plus de 2000 employés. Ils sont réellement pionniers en computational finance et en data science. Et leur but, au-delà de fonctionner en tant qu'entreprise, vous pensez bien, c'est de valoriser l'entrepreneuriat, la créativité, l'esprit de découverte, et c'est pour ça que le projet de l'Evarist, il leur tenait particulièrement à cœur. Et c'est pour ça qu'il a pris d'ailleurs une telle ampleur. Encore une fois, pour leur participation financière généreuse, je tiens à les remercier chaleureusement. C'est grâce aux sociétés comme le groupe The E-Show, qui sont des exemples de philanthropie, que nous pouvons raviver un peu plus la flamme de la passion chez les élèves, et notamment proposer ce genre d'expérience captivante à un maximum de monde. Une fois les équipes sélectionnées, on a dû mettre les bouchées doubles avec Benjamin, notamment pour la création des sujets, qui est une chose bien plus ardue que ce que je pensais. Jamais sous-estimer les choses. Après moult discussions est née l'épreuve du matin, qui était une épreuve de 2 heures basée sur de l'arithmétique, qui est la branche qui étudie les relations entre les nombres, notamment les nombres premiers. C'était découpé en 2 parties, la première portant sur 2 fonctions arithmétiques extrêmement célèbres, à savoir la fonction de Mobius et l'indicatrice d'Euler. Et le but, c'était de démontrer des résultats concernant ces fonctions. Comment elles se calculent, comment elles se comportent avec les nombres premiers, certaines propriétés comme la multiplicativité, ou d'autres trucs un petit peu plus stupéfiants. Et notamment, le cœur de la partie 1, c'était de démontrer la célèbre formule dite d'inversion de Mobius. Parenthèse philosophique, ça me fait plaisir, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Cette partie, elle était intitulée sobrement « Tombée de Mobius en Euler », qui a fait sourire ceux qui avaient un penchant littéraire dans la salle, parce que ça vient évidemment de l'Odyssée d'Homère. C'est au cours de cette aventure qu'Ulysse, voulant éviter Charybde, est tombé devant Scylla. D'où l'expression « tomber de Charybde » en Scylla, qui signifie aller de mal en pis. C'est-à-dire que vous passez d'une situation délicate à une autre. C'est une expression qui a été beaucoup revisitée, ça a été une inspiration pour pas mal de gens, notamment André Comte-Sponville. C'est un philosophe contemporain qui dit notamment en parlant de l'amour, tomber de Platon en Schopenhauer. Alors effectivement, pour Platon, dans son ouvrage intitulé Le Banquet, tomber amoureux, c'est synonyme de manque. Vous vivez seul de façon tranquille et indépendante, d'un coup de foudre, et vous vous mettez à dépendre d'une personne. Vous ne pouvez plus vivre sans elle. Son absence est insupportable, quand elle n'est pas là, elle manque irrémédiablement à votre vie. Alors c'est vu de façon assez pessimiste, assez fataliste, mais c'est la vision de Platon, d'autant que, vous le savez, l'amour ne tombe pas exclusivement sur des célibataires, vous seriez surpris de voir les chiffres liés à l'adultère. Donc c'est une source d'emmerdement souvent terrible, si on suit Platon. Amour égale manque, et le manque peut se transformer en souffrance s'il n'y a pas de réciprocité, ou à contrario en ennui profond, si il y a réciprocité, mais que l'amour vient à mourir. Qui sont 2 issues abominables, nous sommes d'accord. Des siècles et des siècles plus tard, Schopenhauer arrive, il s'inspire de cette thèse pessimiste qui dit que l'amour est surtout une source d'emmerde, et l'extrapole pour dire qu'en fait non, c'est la vie entière qui est une source d'emmerde. Il dira notamment que la vie est un pendule oscillant de gauche à droite, de la souffrance à l'ennui. Souffrance du chômeur, ennui du salarié, souffrance du célibataire, ennui du couple, souffrance du pauvre, ennui du riche, etc., etc. C'est l'un des philosophes les plus pessimistes de l'histoire de l'humanité, d'où l'expression qu'André Comte-Sponville emploie beaucoup, qui est tomber de Platon en Schopenhauer. Heureusement, l'antithèse de ce qui est avancé existe, et se trouve notamment chez Spinoza, éventuellement chez Leibniz. C'est des choses qui sont vraiment extrêmement intéressantes. J'aimerais vous en parler, mais je suis pas qualifié pour ça. Cependant, si vous voulez approfondir tout ça, je vous mets en description la conférence d'André Comte-Sponville, qui est une conférence absolument exceptionnelle. Si vous voulez prendre une claque philosophique, quittez d'ores et déjà cette vidéo. Parenthèse terminée, tout ça pour dire que tomber de Mobius en Euler, c'est passer d'une fonction emmerdante à une autre. Alors quand bien même ça n'enlève rien à leur beauté, attention, je suis un parfait bandeur de cette fonction, c'est pour ça qu'une vidéo
vidéo sur 2, vous trouvez du papier toilette dans ma chambre. La seconde partie, intitulée des polynômes coupant le cercle, introduisait la notion de polynôme cyclotomique. Étymologiquement, cyclotomique, ça veut dire découper le cercle. Et effectivement, les racines du nème polynôme cyclotomique, qui sont les racines primitives nème de l'unité, elles coupent le cercle de façon régulière. On dit d'ailleurs que les racines nème de l'unité forment un groupe cyclique d'ordre n, et on comprend bien pourquoi. On comprend bien la notion de cycle, à partir d'une racine vous engendrez toutes les autres. Et le but, c'était de se battre pour dégager des propriétés intéressantes sur ces polynômes, et ensuite prouver un résultat formidable, qui est une version faible du théorème de la progression arithmétique de Dirichlet, qui dit en gros que pour tout entier n non nul, vous avez une infinité de nombres premiers congrue à 1 modulo n. Ça c'est un résultat, mais j'adore ce résultat. Au vu de la durée d'épreuve et du nombre de questions, il était clair qu'une partie non négligeable de questions se traitait en 2 à 3 lignes. On est des barbares certes, mais on n'est pas si vicieux que ça non plus. Donc ceux qui ont fait des tartines monumentales pour des questions qui se traitaient en une ligne, vous vous êtes sabordé un petit peu tout seul, je suis navré de vous le dire. La concision, elle a été appréciée au sein des argumentations. Au contraire, les copies qui me noyaient sous les arguments et c'est moi qui devais faire le raisonnement à leur place, vous avez été sanctionnés, hein. Faut pas me prendre pour un bouffon non plus. Alors, cette épreuve du matin, ça restait très ambitieux, je le conçois, hein. Surtout pour des lycéens, surtout en 2 heures, c'est très court, 2 heures, mais ça a donné un sujet intéressant. On a eu le plaisir de voir des gens qui allaient au bout, qui nous ont fait de très très beaux raisonnements d'ailleurs, et j'ai pris beaucoup de plaisir à corriger les copies, honnêtement. Tiens, on va en regarder quelques-unes, hein. Attendez, bougez pas, tiens, qu'est-ce qui... Ouais, pas mal, ça me plaît. Alors, Aliénor, tiens, par exemple, excellente copie féminine. On va lire ça un petit peu. Alors voilà, c'est clair, c'est concis. Des beaux arguments combinatoires, ça j'aime. Tiens, écoutez ça. Étant donné qu'il y a p puissance alpha moins 1 nombre non premier avec p puissance alpha, et elle les liste, alors l'indicatrice de l'air de p puissance alpha vaut p puissance alpha moins p puissance alpha moins 1, et elle me factorise même le résultat. C'est beau, c'est concis, ça me plaît. Allez, une autre copie. Tiens, le fameux Lancelot, mon petit Lancelot, qui me pond 4 copies doubles en 2 heures. Hein. Merci pour le parchemin. Copie exceptionnelle, hein, me parle de la convolution de Dirichlet, m'annonce un peu plus tard dans la copie qu'il suffit de faire une division euclidienne sur les polynômes unitaires à coefficient entier. Non, franchement, je clique. J'ai une flopée de bonnes copies que je vais garder, que je relis tous les soirs. Malheureusement, l'épreuve du matin a quand même sapé le moral de pas mal de gens. Ça faisait un petit peu la gueule au moment du repas, je vous cache pas. Certains boutent pas mal l'arithmétique, enfin c'est un drame de l'humanité. Heureusement, l'épreuve de l'après-midi a sauvé un peu l'honneur. 4 problèmes, 4 heures, respectivement algèbre, théorie des nombres, équation diophantienne atypique, qui était très sympa, et un subtil mix d'optimisation et de combinatoire, qui a donné lieu à quand même pas mal de beaux dessins, en tout cas on était content de voir ça, et grosso modo on a eu des très belles surprises dans les copies, et l'épreuve de l'après-midi a été mieux réussie que celle du matin. J'estime que l'épreuve du matin, j'aurais dû mieux la rédiger. C'est la toute première fois de ma vie que je crée un sujet de concours. C'est vrai que c'était pas si simple que ça à jauger. Je ferai mieux la prochaine fois, hein. Que dire. Alors oui, aparté rapide sur les gens qui écrivent vraiment mal. Moi, ça me dérange pas de déchiffrer vos hiéroglyphes, hein. Je veux dire, j'ai que ça à faire de mes journées. Mais par pitié, est-ce que vous pouvez au moins écrire sur les lignes? Ce serait vraiment appréciable. Et par pitié, s'il y a un truc qu'il faut bien écrire, c'est nom et prénom. Parce que après, quand on galère au point de retrouver votre nom dans le fichier Excel, vous mettez nom en lettres capitales, prénom à peu près lisible, vous vous débrouillez. Nom de l'équipe, c'est assez apprécié. Parce que vraiment, il y en a, j'avais le fichier Excel sous le nez, mais c'était tellement illisible. Pourquoi je m'énerve? C'est l'excès de sucre, ça. Bref, dans la globalité, je le répète, mais l'ambiance, elle était très bonne. Étrange par moment, surtout quand j'ai dû dédicacer des casios, des t-shirts, voire même un recueil de poésie. Petit rappel anodin, je suis personne, bon sang. Je trouve ça toujours terrifiant que certains me prennent pour une star, au point de me demander un autographe ou une photo en tremblant. Alors que, à la base, si on revient au fondement des choses, on est juste 2 êtres humains lambda qui interagissent. C'est malheureusement les vices de la notoriété, on l'avait exploré un petit peu, on peut difficilement briser cet effet de halo, qui est un poison, surtout quand on se croise sur un intervalle de temps aussi court. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes adorable, seulement ne me mettez pas sur un piédestal. J'insiste, hein, moi je suis juste un abruti de mec lambda qui fait des équations, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Alors, point intéressant, on a eu le plaisir d'interagir avec quelqu'un du magazine Tangente. C'est quelqu'un qui était venu prendre des photos, poser des questions dans le but, je suppose, de rédiger un article, et je pensais pas que quelqu'un couvrirait l'événement, donc je trouve ça assez fou. On a également eu le plaisir de voir que l'Evariste a créé des couples, ouais, vous avez bien entendu, parfois même entre 2 groupes qui n'avaient rien à voir. C'est assez stupéfiant, je trouve. Alors, est-ce que c'est vraiment stupéfiant? Non, pas du tout. Tu mets des personnes du sexe opposé en interaction autour d'une passion commune. Statistiquement, au vu du nombre de candidats, c'était à peu près certain que ça allait se passer, mais on n'avait pas du tout pensé à ça, hein. Je veux dire, c'était un peu le dernier de nos soucis. On vous souhaite cependant beaucoup de bonheur. Attention à Schopenhauer, cependant. Je le répète encore, hein, mais on a quand même eu des perles mémorables au cours de l'Evariste.
l'Evarist, enfin en tout cas nous on a beaucoup rigolé. Assez pour en faire une vidéo du moins, qui était une pâle imitation de ce qu'on pouvait voir sur les perles du bac. N'hésitez pas à aller la voir. Il y a d'ailleurs eu un sacré quiproquo par rapport à cette vidéo, vis-à-vis de 2-3 personnes qui l'ont pas seulement désapprouvé, mais carrément trouvé à vomir. Alors apparemment j'encense l'élite, je traumatise ceux qui font des erreurs. Paye le trauma nul, hein. On parle pas assez de la commotion cérébrale que j'ai subie en lisant certaines copies. Je suis juste un vieux gars qui me donne des airs de supériorité, qui veut se faire mousser, blablabla. Alors, la vidéo est anonymisée et c'est uniquement de la dérision légère. À aucun moment, il n'y a eu volonté de prendre qui que ce soit de haut. À aucun moment, je me suis dit « Oh mais attends, t'as vu le nulos quoi ?» Non mais attends, t'es mal la copie qui pue quoi. C'était pas du tout ça l'idée de la vidéo. J'avais fait un disclaimer en plus au départ. J'avais notamment précisé que c'était pas pour me moquer, mais plutôt pour rire ensemble. J'avais précisé que le stress et le syndrome de l'examen, c'était notamment quelque chose qui justifiait la plupart des étourderies que j'avais pu croiser. Donc vous allez pas commencer à pleurer parce que j'ai eu quelques perles magistrales non remboursées par la sécu, hein, je le rappelle. Et mine de rien, en sous-jacence, il y avait quand même une once de vocation pédagogique. J'ai notamment insisté sur le fait qu'il faut pas confondre conditions nécessaires et suffisantes, sur le fait qu'il faut toujours vérifier la concordance de ce qu'on écrit, notamment l'homogénéité, CF la fonction à valeur entière qui renvoie un ensemble. Si ça se plaint pour si peu, j'ose même pas imaginer ce qu'ils pensent des profs qui rendent les copies dans l'ordre croissant avec des commentaires assassins et qui lisent parfois des bouts de copies devant la classe entière. Il y a un truc qu'on m'a fait ça, mais peu importe. Mais bref, il n'y a pas à être en sucre comme ça. Tout est fait pour être pris avec légèreté dans la vidéo, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Putain, merde, il y a Pierre qui est arrivé. Ok, un nouveau challenger. Putain, il fait chaud dans cette chambre. Nouveau challenger, Pierre Maillet, bienvenue. Salut. J'arrive après avec les capotes, hein. Du coup, j'en étais où? Mais bref, ça finit toujours par chialer et me dire « Eh, Axel, sale élitiste droitardé condescendant. » Mais vous avez pris combien de parpaings dans le crâne avant d'écrire vos commentaires? Même ceux qui étaient les auteurs des perles, ils avaient pas de problème à en parler dans les commentaires. Je vais vous en afficher un, là, d'ailleurs, à expliquer leur cheminement de pensée, tout ça. Bref, comme d'habitude, vous êtes les seuls à faire les victimaires. Vous réitérez les mêmes schémas fallacieux que la bien-pensant spam. On va arrêter là l'esclandre, parce que je sens qu'on va encore dire que je politise mon contenu, donc je m'excuse platement, voilà. Bref, quoi qu'il en soit, le concours aura été une réussite de notre point de vue. On a rassemblé plein de passionnés pour faire des belles mathématiques et on a pu échanger autour de ça. On a contribué à briser un petit peu l'écart de genre et les fatidiques clichés qui les accompagnent. Et par-dessus tout, on a pris beaucoup de plaisir à mener ce projet à bien. Et c'est pour cela que l'Evarist verra le jour une seconde fois, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Nous lançons une seconde édition lointaine pour les terminales de l'an prochain. Donc les premières qui ont participé cette année, peut-être qu'on se reverra. Restez donc à l'affût, les informations arriveront au cours de l'année. Alors pas au compte-gouttes, hein, j'essaierai de tout vous mettre d'un coup. En attendant, je vous fais des bisous, je vous aime fort. Et à très bientôt pour une vidéo qui sera l'annonce tant attendue des résultats, qui arrivera très prochainement. Salut tout le monde. Arrêtez de faire des conneries. Ouais, t'as rien fait, ouais. Ça c'est... POV pire à la grecque.